Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence avec Ophélie Delacour. Cette fois-ci sur Notre-Dame de Paris. On est vraiment tout à fait dans le thème puisque il y a 2 ans presque, il y avait évidemment cet incendie à Notre-Dame de Paris qui a évidemment ému le monde entier. Et on avait envie justement de faire un clin d'œil à cet événement tragique et d'en parler aujourd'hui et de parler de ce monument iconique. Comme vous le savez, nous avons fait un cycle de conférences avec Ophélie et nous avions parlé de la Tour Eiffel, du musée Rodin et du centre Georges Pompidou et plus particulièrement des femmes au centre Georges Pompidou. Et nous finissons avec Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai été vraiment ravie qu'on puisse organiser ces conférences avec Ophélie, qui est vraiment une conférencière incroyable. Et je suis ravie que vous ayez l'opportunité d'écouter cette dernière conférence. Je voudrais aussi, avant de commencer, évidemment, souligner que nous sommes sur des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinabés, des Haudenosaunee, des Mississaugas de la rivière Crédit et de la nation Métis. Je parle évidemment des terres sur lesquelles l'Alliance française de Toronto est établie. Je voudrais aussi remercier nos partenaires. Nous avons notre partenaire de saison culturelle, la Banque de Montréal et Patrimoine canadien, qui nous permettent de vous présenter toutes ces conférences et tous les événements qu'on fait à l'Alliance française. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Ophélie et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci Laetitia, merci à l'Alliance française et merci à vous tous d'être là. Bon appétit à ceux qui déjeunent pendant la conférence, je sais que certains le font. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière conférence sur la Notre-Dame de Paris. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez intéressant de terminer par Notre-Dame, à la fois en termes de timing, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais aussi parce que en fait, on va traverser l'histoire de France à travers un bâtiment et on va voir un peu tous les regards qui ont été portés sur ce symbole de Paris. Et avant toute chose, l'installation technique. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, on est tout bon. Je vais juste mettre le clavardage sur le côté pour pouvoir voir vos questions s'il y en a, ce que j'espère, puisque toutes les questions sont les bienvenues et permettent de vraiment créer un échange et c'est toujours très, très agréable. Donc voilà, si vous avez des questions, effectivement, comme Laetitia vous l'a dit, comme je viens de vous le dire, vraiment n'hésitez pas à poser des questions, soit en prenant la parole, mais dans ces cas-là, on verra votre image à l'écran, donc il faut que vous soyez OK avec ça. Vous serez peut-être célèbre sur YouTube, soit par le clavardage, et auquel cas, je lirai vos questions et on y répondra, j'y répondrai avec Laetitia. Voilà, donc Notre-Dame de Paris, que vous voyez ici en photo, que j'espère que vous avez vu un jour dans votre vie en vrai, parce que c'est un monument magnifique. Et si vous ne l'avez pas vu, il ne sera jamais trop tard, parce qu'il y a encore un très beau monument qui sera reconstruit a priori. Donc, j'espère que tout le monde découvrira Notre-Dame de Paris un jour en vrai. Donc, Notre-Dame de Paris, c'est un symbole de la ville de Paris, hein, très clairement. C'est un symbole même de France. Et ce qui est très amusant et ce qu'on va vraiment voir dans cette conférence, c'est que ça n'a vraiment pas du tout été toujours le cas. Notre-Dame de Paris est devenue une ruine dans son histoire. Et en fait, on va essayer de voir aussi comment le regard a complètement changé sur cette cathédrale magnifique et comment elle est devenue le symbole qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on revient au tout début, évidemment, hein, de pourquoi est-ce qu'on a une cathédrale dans Paris, une cathédrale Notre-Dame, tout simplement. Et pour ça, il faut revenir un petit peu dans le passé. Il faut remonter au XIIe siècle. Pourquoi il y a ça? Non, c'est pas ça. Bon, j'ai un petit diapo 1 qui bug, j'espère qu'il va partir. Désolée. Donc, on est en 1163 et on est en plein cœur de Paris. Maurice de Sully, qui est l'évêque qui vient d'être élu, a bien envie d'avoir des gros projets pour Paris parce que pour l'instant, c'est une ville qui est importante. Hein, on est sur 25 000 habitants à peu près. Donc, c'est quand même une ville importante. Mais ce n'est pas non plus la principale ville du Royaume de France. Et en plus de ça,
bah, il n'y a pas vraiment de grands monuments, il n'y a pas de grands marqueurs dans l'architecture de Paris. Donc, l'évêque de Sully a décidé bah, que ce serait son grand projet à lui de construire une cathédrale magnifique pour une ville qui a vocation à devenir magnifique, en tout cas selon lui. Et donc, il décide de construire la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'il qu'il dédie à Notre-Dame, qui est la mère du Christ et qui est très à la mode à cette époque-là, puisque c'est une personnalité bienveillante, très, très douce, et qui, du coup, rassure beaucoup au Moyen-Âge les croyants, parce ils sont rassurés par rapport à la perspective de l'enfer. Donc, Notre-Dame, c'est vraiment une personnalité douce, et c'est sous Notre-Dame, c'est donc à Notre-Dame qu'il dédie la cathédrale. Et il va faire les choses bien, puisqu'en fait, pour la bénédiction de la première pierre de la cathédrale, il va faire appel au pape Alexandre III et au roi de France Louis VII, ce qui montre bien qu'on a les plus grands puissants de l'époque en France qui sont réunis pour cette cathédrale. Ça montre bien que ça va devenir effectivement un monument énorme. Et donc, c'est la date de début de la cathédrale, de l'histoire de la cathédrale. Une histoire qui va se déployer ensuite vraiment jusqu'à aujourd'hui avec énormément de rebondissements. Et j'ai voulu, avant de commencer le cœur du sujet, vous montrer un peu les quelques grandes étapes de l'histoire de Notre-Dame, à savoir pour commencer. Alors attendez, il y a un petit diapo 1 qui ne veut pas partir, donc je vais juste arrêter le partage et recommencer une seconde pour m'assurer que ça parte et que ça ne nous embête pas pendant toute la conférence. Hop. Pardon. Et bon, c'est les aléas du direct. Attendez, je suis désolée. Voilà. Tu l'as? Non. Presque. Ah, on a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà. Et moi, ça revient, donc c'est tout bon, on va recommencer. Je suis désolée pour ce petit souci technique en direct et merci à tous pour votre patience. Et c'est reparti. Donc, on est sur l'histoire de Notre-Dame et les grands moments qui ont marqué l'histoire de Notre-Dame. Le premier moment, évidemment, après la construction de la cathédrale, le début de la construction de la cathédrale, ça va être l'arrivée de la Sainte Couronne d'épines acquise par Saint-Louis en 1239. Donc ici, vous avez la couronne avec le reliquaire. Vous remarquez peut-être qu'il n'y a plus une seule épine en fait sur la couronne parce qu'elles ont été offertes à des rois, à des seigneurs, comme cadeau de marque, de prestige. Et cette couronne, en fait, elle a été acquise par Saint-Louis pour un prix exorbitant, pour 135 000 livres. Il faut imaginer que c'est la moitié du budget annuel du Royaume de France à cette époque-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un trésor absolument extrêmement précieux qui va arriver à Notre-Dame et être accueilli dans la cathédrale de Notre-Dame, qui est encore en chantier à ce moment-là. Et ensuite, elle va bouger à la Sainte-Chapelle, qui est construite comme étant un magnifique reliquaire pour cette relique. Donc, la Sainte-Chapelle est en train d'être construite pour accueillir la Sainte Couronne, et la Sainte Couronne arrive de Constantinople pour être accueillie dans la cathédrale Notre-Dame. Un autre grand moment de l'histoire de Notre-Dame, ça va être le sacre de Napoléon Ier. Je vous avais sûrement déjà vu ce tableau. Je ne sais pas si vous saviez qu'en fait, ce qu'on voit derrière ici, c'est la cathédrale Notre-Dame. Et la cathédrale qui, à ce moment-là, est dans un très, très mauvais état. C'est pour ça qu'on a mis des rideaux partout pour essayer de cacher les murs qui sont vraiment dans un mauvais état et vraiment très, très laids. Et donc, on a caché ça, on a rendu ça splendide avec des très, très beaux tissus. Et le sacre se déroule dans la cathédrale. Si on continue un petit peu dans l'histoire, un moment très fort de l'histoire de Notre-Dame, ça va être la libération de Paris. Et lors de la libération de Paris, le général de Gaulle va insister pour organiser une grande messe et chanter le Te Deum, qui est un chant pour célébrer Dieu. Et il va choisir Notre-Dame, qui est un symbole de Paris, et il va tenir à ce que cette messe se déroule. C'est très important pour lui, alors même qu'il y a encore des tirs dans la capitale et qu'il y a des photos de ça. On voit la foule qui est couchée par terre parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de se faire tirer dessus. Et le général de Gaulle reste debout dans la cathédrale quand le chant, le Te Deum, retentit, en célébration, justement, en remerciement à Dieu pour la libération de Paris. Donc,
Notre-Dame, symbole aussi de Paris et de la libération de Paris. Et enfin, Notre-Dame, évidemment, jusqu'à il y a encore 2 ans, l'un des monuments les plus visités de France, le monument le plus visité de France, la cathédrale la plus visitée d'Europe. C'était 50 000 visiteurs par jour parfois. Donc c'était quelque chose qu'il fallait absolument voir quand vous veniez à Paris. Et que si vous êtes allé à Paris, vous avez forcément visité à un moment ou à un autre, au moins en allant sur le parvis, pas forcément en rentrant. Et malheureusement, tout ça s'est un peu effondré lors de l'incendie, donc du 15 avril 2019, il y a presque 2 ans pour jour, et qui a, en fait, où il y a eu un incendie, on va en parler, hein, des causes de l'incendie, ou des causes, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on va parler de tout ça. Mais la charpente de la cathédrale s'est effondrée, la flèche ici, cette grande tour, s'est effondrée sur elle-même aussi, ce qui a généré des dégâts exorbitant, énorme, et qui fait qu'aujourd'hui la cathédrale est en reconstruction et a aussi vraiment éveillé les consciences et les regards sur Notre-Dame. Donc ça, c'était vraiment pour voir aussi un peu la place de Notre-Dame dans le cœur des Français, dans l'histoire de France, et de voir qu'en fait, à travers tous ces grands épisodes, la cathédrale était déjà là et elle a marqué l'histoire de France par sa présence aussi. Je vois une question. Le monument, alors je vois une question qui est quel est le monument au fond de la gravure? Je suppose que c'est cette gravure-là. Alors je ne sais pas exactement quel est le monument, c'est vraiment une gravure du 19e siècle, donc qui a été faite bien plus tard pour raconter justement les débuts de Notre-Dame. Ici, c'est la ville de Paris, mais alors quels monuments exactement sont représentés, je ne sais pas du tout, j'en suis désolée. Donc on va voir aussi des vues de Paris reconstituées en 3D, donc peut-être qu'on retrouvera un peu ces formes de toit. Mais voilà. Et Catherine Berthaud-Guevara partage effectivement l'information qu'il y a un documentaire sur TV5 sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités, mais en parallèle de cette conférence, il y a énormément effectivement de documentaires et d'émissions qui sont excellentes, qui ont été partagées sur les chaînes de télévision, etc. Donc, si ça vous intéresse après la conférence, je vous invite vraiment aussi à regarder ça parce que on apprend beaucoup. Moi, j'ai aussi regardé Le secret des bâtisseurs où j'ai trouvé ça très, très intéressant pour les aspects plus techniques de la construction et de la reconstruction de Notre-Dame. Je vous en reparlerai si vous voulez à la toute fin de la conférence. Mais avant de parler de tout ça, on va aussi revenir tout simplement sur la construction justement de Notre-Dame et les différentes étapes de la construction, parce que ça a été une véritable épopée, la construction de la cathédrale. Il faut imaginer que c'est un chantier qui s'est déroulé sur pratiquement 2 siècles, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille où tout a été comme prévu et tout s'est très bien déroulé. Il y a eu des changements énormes en cours de route. Donc le chantier a commencé en 1163, comme on a vu avec la bénédiction du pape, etc. Et on commence toujours par le chœur, c'est-à-dire la façade, le côté opposé à la façade, au portail qu'on connaît. Et le chœur, en fait, on commence là parce que c'est la partie la plus sacrée de la cathédrale ou d'une église. Hein. Quand vous faites une église, c'est pareil. Et c'est là qu'il y aura le maître-autel, c'est là où il y aura toute la messe, en fait, peut se célébrer à partir du moment où le chœur a été construit et l'autel installé. Donc c'est pour ça qu'on commence par le chœur, parce qu'une fois que c'est construit, même si la cathédrale est en chantier, vous pouvez déjà avoir des messes, vous pouvez déjà accueillir du public. Donc c'est très important. Donc 1163, on commence à construire la cathédrale, et puis après, on la construit doucement comme ça vers les façades. Et on ne va pas rentrer dans les détails techniques de la construction de Notre-Dame, parce que c'est tout un roman et que ça prendrait 2 heures. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que il y a différentes étapes de construction, mais il y a eu des changements en cours de route parce que les goûts ont changé en cours de route, qu'il y a eu des innovations architecturales qui sont arrivées aussi. Ce qui a fait que, par exemple, cette façade-là, là, qui était terminée à peu près vers 1225, on s'est rendu compte au milieu du XIIIe siècle, donc vers 1225, que c'était très sombre dans la cathédrale et qu'on avait déjà créé, innové ailleurs avec des grandes verrières, des grandes roses et qu'on pouvait faire rentrer beaucoup plus de lumière. Donc, tout simplement, ils ont détruit une partie de la cathédrale, ils ont détruit ces façades-là et ils les ont reconstruites. On va voir comment, en intégrant des roses bien plus grandes pour essayer de faire justement rentrer beaucoup plus de lumière et faire quelque chose qui est aussi plus beau
selon les goûts de l'époque. Une autre chose qu'ils ont faite aussi, c'est que vers 1225, la cathédrale, la charpente, le toit a été complètement fait. Sauf que, pareil, pas assez de lumière dans la cathédrale. Du coup, ils ont décidé de détruire la charpente, de recommencer, de relever de 2 niveaux ici la cathédrale, de détruire les fenêtres qui avaient été faites pour les reconstruire en plus grand. Et ils ont refait la charpente en intégralité au XIIIe siècle. Donc, et c'est pour ça qu'au Xe siècle, quand on a fait des grandes rénovations, on s'est rendu compte qu'on avait une charpente du XIIe, XIIIe siècle, et non, du XIIIe siècle, et non pas une charpente du tout début, en fait, du XIIe siècle, comme on pourrait penser en 1163. Parce que cette charpente-là a complètement disparu. Et donc voilà, et après, on finit vraiment la première grande étape du chantier, qui est la cathédrale, la construction des tours, etc., vers 1250. Mais le chantier va continuer jusqu'en 1345 et des poussières, parce qu'ils vont continuer à construire des chapelles à l'intérieur de la cathédrale. On va refaire les arcs-boutants, c'est-à-dire ces grands arcs qui permettent de tenir les murs de la cathédrale et de répartir le poids de la cathédrale. Ils vont notamment refaire complètement les arcs-boutants du chœur pour les rendre plus grands, plus élancés, plus fins, plus beaux. Donc c'est un chantier qui va être titanesque, qui va durer extrêmement longtemps et qui du coup, dans son architecture, va vraiment faire sentir qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs périodes, plusieurs types de goûts également et plusieurs types d'innovations qu'on peut voir en fait dans la cathédrale. Et qui fait aussi de la cathédrale un vrai chef-d'œuvre et quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier du point de vue de l'histoire de l'art. Je voulais vous mettre justement la vision de la cathédrale, une reconstitution de la cathédrale en 3D telle qu'elle était vers le XIIIe siècle, parce que ça me paraissait vraiment important de vous montrer déjà, justement, je vous parlais des toits de Paris et de voir un peu l'intégration de Notre-Dame dans Paris. La première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, elle était pas du tout comme aujourd'hui, mise en valeur avec un grand parvis. Et quand vous vous avancez vers Notre-Dame, vous la voyez avec beaucoup de recul et puis vous vous approchez et vous voyez les détails qui apparaissent. Là, en fait, vous avez vraiment la cathédrale qui est coincée entre beaucoup de bâtiments parce que l'espace, c'est très important dans une ville et donc il n'y en avait pas beaucoup, donc ils ont construit partout, partout, partout. Et la cathédrale était vraiment complètement coincée. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, si vous visitiez Paris au Moyen-Âge, vous marchez dans une toute petite rue très étroite et là, d'un coup, vous débouchez sur une cathédrale énorme qui vous domine de toute sa hauteur et qui est splendide. Et l'autre chose, évidemment, très frappante, et ce qu'on voit bien dans la reconstitution, c'est que la cathédrale a été peinte. Elle n'était pas du tout comme on voit aujourd'hui, tout en blanc ou en pierre, mais au contraire, et l'art médiéval aimait beaucoup la couleur, aimait beaucoup les couleurs très vives, et donc toute la cathédrale, en tout cas le portail, toutes les sculptures en fait, étaient probablement peintes, pas forcément de ces couleurs-là, parce qu'on n'a pas de traces précises de la polychromie de Notre-Dame, mais on sait, parce qu'on a notamment retrouvé les sculptures et les statues qui sont ici, on sait qu'il y avait de la polychromie et que l'art gothique, dont Notre-Dame fait partie, aimait beaucoup la peinture sur ces sculptures, etc. Donc il faut vraiment vous imaginer que c'était une cathédrale pleine de couleurs et très impressionnante, effectivement, surtout au Moyen-Âge. Et là, je vous ai mis juste une petite maquette pour vraiment qu'on voit bien justement les différents éléments de Notre-Dame, et ici notamment cette façade dont on va parler juste tout à l'heure. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions? Je n'en vois pas à l'écrit, mais est-ce que vous avez des questions à poser à l'oral ou est-ce que vous souhaitez poser des questions dans le clavardage, dans le chat? S'il n'y a pas de questions, je vais continuer, sachant que de toute façon, il y aura un petit temps pour une question-réponse à la toute fin, qui ne va pas forcément durer très longtemps, mais si vous avez des questions à ce moment-là, pour faire des ouvertures, ce sera aussi l'occasion de le faire. Donc là, vous voyez vraiment l'édifice tel qu'il a été terminé. On est au XIIIe, XIVe siècle, la cathédrale, au XIVe siècle, la cathédrale est terminée. Et donc voilà, c'est vraiment un petit bijou d'architecture. Et c'est déjà considéré comme tel, comme étant un bijou d'architecture à l'époque, parce qu'en fait, Notre-Dame va concentrer plein d'innovations qui vont être faites à cette époque-là. Voilà, elle va être un terrain d'expérimentation
Et ça va être aussi, on va faire appel aux plus grands maîtres qui maîtrisent les dernières techniques, les dernières innovations et qui vont être mises en place de manière sublime à Notre-Dame. Et par exemple, une des choses qui est flagrante en fait à Notre-Dame, c'est que c'est vraiment une cathédrale de type gothique, sachant que l'art gothique suit en fait le style roman. Le style roman, c'est ce que vous pouvez voir dans des églises du XIe siècle, par exemple, qui sont des bâtiments assez petits, parce qu'en fait, les murs sont très, très lourds, très épais, et comme ils sont assez fragiles, on a du mal à répartir le poids des murs, en fait. On ne peut pas trop faire des fenêtres dans les murs, parce que c'est trop lourd. Donc, en fait, les bâtiments sont souvent très, très sombres et très trapus, assez bas, avec peu d'ouverture. Et ce qui est typique de l'art roman, c'est des arcs qu'on appelle des arcs plein cintre, donc tout simplement des arcs tout ronds, comme ça. Et une des grandes innovations de l'art gothique, c'est la voûte à croisée d'ogive, ici, qu'on voit ici. Donc, c'est-à-dire, il y a un point central qui permet de répartir le poids, et puis après, il y a des ogives comme ça qui partent sur le côté et qui permettent en fait de répartir beaucoup plus uniformément le poids de la structure et de la voûte. Et c'est pareil pour les grands arcs qu'on voit ici, les arcs brisés. C'est-à-dire qu'à la différence de cet arc-là qui est tout rond, là, il y a une petite brisure comme ça qui fait que c'est pas rond. Et ça, pareil, ça permet de répartir le poids. Et ça va permettre des choses très concrètes. C'est que puisque on répartit mieux le poids, on le maîtrise mieux, ben on peut construire des bâtiments beaucoup plus hauts, beaucoup plus grands, avec des murs beaucoup plus minces. Et comme on compte moins sur les murs pour tenir le poids de la structure, ben on peut percer ces murs de grandes fenêtres, des grands vitraux qu'on va peindre et qui vont être vraiment le développement du vitrail avec l'art gothique. Et c'est pour ça que la cathédrale Notre-Dame aussi est un chef-d'œuvre de l'art gothique pour ses vitraux, pour ses voûtes et pour toutes ces innovations qui ne sont pas encore très répandues du tout à l'époque, qu'on commence à expérimenter ailleurs, mais voilà. Et Notre-Dame fait partie des grands, grands, grands bâtiments du gothique, du début du gothique. Freddy commente les arcs-voûtants, même s'ils ont été affinés, semblent avoir été très résistants pour supporter la structure et résister à l'incendie d'il y a 2 ans. C'est tout à fait vrai. Hein. C'est vraiment la voûte médiévale gothique et notamment à Notre-Dame sont vraiment des chefs-d'œuvre et ça a très très bien résisté à l'incendie. Ce qui a vraiment détruit la voûte, c'est pas tellement l'incendie lui-même, c'est la chute de la flèche qui, en tombant, a percé en fait la voûte et donc a fait s'effondrer la voûte. Mais par contre, toute la nef ne s'est pas effondrée. Enfin, sur le côté, les voûtes tiennent encore. Donc, on voit que c'était une très, très belle structure, quoi. Très bien conçue. Un autre élément qui est une des grandes innovations et un des grands éléments qu'on vient regarder et admirer à Notre-Dame, c'est les roses et les vitraux. Et là, je vous ai mis la rose de la façade nord, qui, à l'époque, sont les plus grandes roses d'Europe. Donc, rose ou rosace, on utilise les deux mots. Rosace, si vous voulez, c'est pareil. Et qui sont, en termes de peinture, de détails et de techniques de vitrail, des choses qu'on développe à cette époque-là et qui sont des pures merveilles. Et puis, il faut vous imaginer, hein, vous êtes quelqu'un du Moyen-Âge, vous ne connaissez pas forcément les techniques d'architecture, et vous rentrez dans la cathédrale pour faire une prière, et là, vous voyez une sorte de miracle, une fenêtre immense dans laquelle rentre la lumière. Et la lumière, c'est un peu le symbole aussi de la lumière de Dieu qui tombe sur vous et qui vous illumine. Et donc, il faut vraiment imaginer, pour l'époque, quelque chose qui est encore plus impressionnant que pour nous aujourd'hui. Donc, cette rose-là, elle se trouve ici. Je vous ai repris la même maquette. Et je vous ai remis aussi, voilà, je vous avais parlé de cette façade qui avait été détruite ici, détruite pour reconstruire quelque chose d'autre. Bah, là, vous voyez, ça, c'était avant. Et ça, c'est aujourd'hui, tel qu'on le fait aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup plus de place pour les vitraux et pour la lumière. Un autre élément, enfin, c'est les gargouilles. Les gargouilles de Notre-Dame qui sont assez connues et qui sont arrivées vraiment au XIIe siècle, qui répondent à une question très pratique, en fait, qui est le poids de la pluie. Il y a de la pluie qui tombe sur Notre-Dame et on se rend compte déjà à cette époque-là que ça va poser un gros problème parce que la pluie est trop lourde et risque de faire s'effondrer la nef sous son propre poids. Donc,
ils décident, avec une idée de génie, d'utiliser les arcs-boutants qu'ils ont déjà construits, mais de les percer comme ça l'eau, quand elle tombe, elle glisse, elle rentre dans les arcs-boutants, elle glisse dans les arcs-boutants, et puis elle est recrachée par ces sculptures qui font la tête de démon et qui crachent du coup l'eau de la pluie loin des murs de Notre-Dame, ce qui a deux objectifs. D'abord, c'est terrifiant pour les gens du Moyen-Âge qui voient des démons cracher de l'eau, mais en plus de ça, ça permet de jeter l'eau loin des murs de Notre-Dame, donc d'éviter les risques d'érosion, le fait d'abîmer les sculptures, le fait d'avoir le poids de l'eau qui s'accumule sur les terrasses et sur les toits de Notre-Dame, etc. Donc ça, c'est également une grande innovation qui a fait partie des choses impressionnantes à Notre-Dame et qui ont été beaucoup admirées et copiées par la suite dans d'autres cathédrales. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce qu'après, on va faire un petit bond dans le temps. Pas de questions? Alors, je continue. Donc là, on est à la fin de la construction de Notre-Dame. C'est un monument magnifique qui est utilisé en tant que cathédrale, etc. Et progressivement, en fait, elle va rentrer dans le paysage parisien et on va lui accorder de moins en moins d'importance. En fait, dans le cœur des gens, Notre-Dame n'aura pas forcément une place de choix. C'est une très belle cathédrale, mais voilà, les gens vont s'habituer à elle et à sa présence. Au cours du temps, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il y aura des petits ajouts, il y aura des modifications, mais il n'y a rien de vrai qui va vraiment marquer son histoire. L'épisode suivant qui va vraiment changer le cours de l'histoire de Notre-Dame, c'est la Révolution française. Parce qu'à la Révolution française, en fait, la cathédrale, en tant que symbole de la religion catholique, va forcément être prise en grippe par les révolutionnaires qui veulent détruire tous les symboles de superstition, et la religion catholique est considérée comme une superstition. Donc, ils décident d'aller piller, saccager et pas détruire, parce que quand même, ils respectent le chef-d'œuvre architectural qu'est Notre-Dame, mais voilà, transformer Notre-Dame et en retirer tous les symboles trop religieux. Notamment, dans ces symboles religieux, il y a cette galerie des rois, ici. Et en fait, il va y avoir un quiproquo, vraiment, parce que la galerie qu'on voit ici en façade de Notre-Dame, elle représente les rois de Juda, c'est-à-dire tous les rois qui ont précédé le Christ au royaume de Judée, donc, dont Jérusalem fait partie. Et la cathédrale Notre-Dame donc, représente tous ces 28 rois comme ça dans une grande frise. Le problème, c'est qu'à la Révolution française, le quiproquo, c'est que les révolutionnaires vont penser que ces rois-là sont les rois de France. Et ce sont tous les rois de France qui sont représentés sur la façade de Notre-Dame. Et donc, évidemment, en tant que roi de France, il va falloir les détruire tous. Et donc, en 1793, il y a le gouvernement, et ce n'est pas l'initiative de quelques révolutionnaires un peu furieux ou quoi que ce soit, c'est le gouvernement qui va payer des personnes pour monter sur Notre-Dame et pour descendre chacune de ces sculptures, pour la décapiter et pour laisser les décombres des sculptures sur le parvis de Notre-Dame, et qui vont être abandonnées là pendant des années et des années. Et donc cette frise-là va complètement disparaître. Et si vous la voyez aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été reconstituée au XIXe siècle, mais pas de spoiler parce qu'on en parle après. En fait, on va quand même retrouver les têtes des rois de Judée, un peu par chance, un peu par hasard, parce que ces têtes-là, en fait, donc là, vous avez par exemple la tête de David, on pense que c'est le roi David, vers 1250, qui est conservé aujourd'hui au musée de Cluny. Ils vont être retrouvés en fait en 1977 lors de travaux dans un hôtel particulier à Paris. Et en fait, en creusant pour les travaux, on découvre plein de têtes. Et très rapidement, on comprend qu'en fait, c'est la tête des rois de Judée. Et alors, le grand mystère pour lequel on n'a pas vraiment de réponse, c'est pourquoi est-ce que ces têtes ont été enterrées à cet endroit-là. Il y a différentes théories. Il y a la théorie optimiste qui est que il y a quelqu'un qui était très respectueux de la cathédrale ou des rois, hein, peut-être qui était royaliste, et qui a récupéré ces têtes des rois pour les enterrer, pour les protéger, et qui ensuite n'a donné ce secret à personne, et donc personne n'avait de traces de ces têtes. La version pessimiste, c'est que en fait, ça faisait de la bonne pierre, et donc ils ont enterré les têtes pour en faire des fondations pour leur maison ensuite, et que c'est complètement par hasard et par chance
qu'on a réussi à retrouver ces têtes. Ce qui est sûr, c'est que c'est grâce à ces têtes qu'on a retrouvé justement, donc on a la preuve en fait que la cathédrale a été peinte, parce que sur certaines des têtes, on avait des traces de polychromie au niveau des yeux, au niveau des joues qui étaient un peu rosies, etc. Donc on sait qu'elles étaient peintes. Et si elles étaient peintes, le reste était probablement peint également, puisqu'on l'a vu sur d'autres cathédrales gothiques de la même époque. Donc ça va faire qu'à partir de la Révolution française, donc fin du XVIIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame a été saccagée, a été très abîmée. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, je vous ai dit que quand Napoléon Ier se fait sacrer dans la cathédrale, elle est dans un très très mauvais état. C'est tout simplement parce que la Révolution française est passée juste avant, et la terreur en particulier pendant la Révolution française, qui a pas mal abîmé la cathédrale. Et en réalité, la cathédrale, elle serait restée dans cet état-là pendant très très longtemps parce qu'il n'y avait aucune raison que ça change. Elle tombait juste en ruine, comme beaucoup d'autres monuments s'effondraient à ce moment-là en France. Et c'est grâce à un auteur que la cathédrale a vraiment pu être sauvée et que les consciences ont pu s'éveiller sur le sort de Notre-Dame et sur le fait qu'elle était en train de s'abîmer considérablement et qu'on allait voir l'effondrement de Notre-Dame si on n'agissait pas rapidement. Avant de parler de ce mystérieux écrivain que vous avez peut-être vu parce que j'ai fait une fausse manip à l'instant, et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Pas de questions. Ok, je continue et il y aura un échange à la toute fin de ce cas. Donc, ce mystérieux écrivain que vous connaissez sûrement, c'est Victor Hugo. Donc ici photographié par le photographe Nadar vers 1884. Et Victor Hugo, en fait, il va vraiment changer radicalement le regard sur Notre-Dame. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que aujourd'hui, pour nous, Notre-Dame, c'est une évidence que c'est un monument magnifique, que c'est un chef-d'œuvre, qu'il faut conserver Notre-Dame, qu'il faut reconstruire Notre-Dame après l'incendie. Il faut vraiment imaginer que ça n'a pas toujours été le cas et qu'on n'a pas toujours eu ce regard-là sur Notre-Dame. Pendant très longtemps, c'était simplement une ruine et bon, bah tant pis, quoi, elle est en mauvais état, ça coûte trop cher de la réparer, voilà. Sauf que quand Victor Hugo publie en 1831 Notre-Dame de Paris, il va participer au mouvement du romantisme en France et surtout, il va sensibiliser considérablement les âmes et les consciences au sort de Notre-Dame et il va faire que les Parisiens et la France entière va regarder Notre-Dame en se disant, mais en fait, c'est un monument grandiose, c'est un monument magnifique et il faut qu'on fasse quelque chose pour la réparer et pour la restaurer. Et là, vous voyez par exemple une illustration en fait d'un épisode de Notre-Dame de Paris du roman de Victor Hugo. Et en fait, on voit vraiment la manière dont est représentée Notre-Dame. C'est vraiment une présence extrêmement forte, extrêmement puissante, presque on dit souvent que dans Notre-Dame de Paris, la cathédrale est un personnage à part entière, comme Esmeralda, comme Frollo, comme Quasimodo. La cathédrale est vivante, elle vit, elle souffre, elle est déformée par des monstres, elle est habitée par des moments sublimes, etc. Donc c'est un personnage qui vit tout autant que les autres personnages de Notre-Dame de Paris. Et c'est probablement pour ça que les gens qui ont lu ça, que les lecteurs et que le 18e et le 19e siècle a été autant touché par le fait qu'elle était en train de s'abîmer et de s'effondrer. Surtout qu'en plus, à un moment donné, dans Notre-Dame de Paris, il y a un incendie de Notre-Dame, donc c'est très impressionnant. Et donc, justement, parce que les gens sont éveillés au sort de Notre-Dame et se disent qu'il faut peut-être se bouger un petit peu pour essayer de sauver le monument, c'est pour cela qu'on décide de lancer un grand chantier de restauration de Notre-Dame. Et c'est deux architectes qui vont décrocher le concours pour restaurer Notre-Dame, à savoir Viollet-le-Duc et Lassus, sachant que Lassus est beaucoup moins rentré dans l'histoire que Viollet-le-Duc parce que on dit souvent que c'est Viollet-le-Duc qui avait vraiment la vision, l'ambition et le charisme dans le duo entre les deux. Et l'autre élément, c'est aussi que le chantier donc, de la restauration de Notre-Dame par Viollet-le-Duc et par Lassus a commencé en 1844. Il s'est fini 20 ans après, en 1864. Et en 1857, donc pendant la reconstruction de Notre-Dame et la restauration de Notre-Dame, Lassus est mort.
Donc, Viollet-le-Duc a été laissé seul maître aux commandes du chantier de restauration. Et donc, il a pu un peu faire tout ce qu'il voulait, et notamment, sur la fin, rajouter ses petites touches personnelles. Mais ça, on va en parler. Viollet-le-Duc, qui est-il? Parce que c'est vraiment une personnalité qui est extrêmement importante dans l'histoire de Notre-Dame. C'est lui qui va transformer la cathédrale. Il fait autant partie de son histoire que Maurice de Sully, l'évêque qui a décidé de la construction de Notre-Dame. Viollet-le-Duc, c'est la deuxième personne qui va transformer le visage de Notre-Dame et la vision qu'on a de Notre-Dame. Viollet-le-Duc, en fait, il est très très jeune quand il reçoit la commande de l'État. Il a à peine 27 ans, 26-27 ans. Et donc, c'est l'un de ses premiers chantiers. C'est pas un complet débutant. Il a déjà travaillé ailleurs, mais il est vraiment pas très connu de qui que ce soit, en fait. Mais il a des hautes connexions au niveau de l'État. Et par contre, il a une vision bien à lui, très précise et très très décidée de ce que c'est qu'une restauration d'un monument et de ce qu'est l'art gothique. Et cette définition, elle tient en une phrase qu'il a synthétisée dans le dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe et du XVIe siècle, qu'il a publié en 1854. Et donc cette phrase-là, qui est une phrase ultra importante, c'est « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Et ça, c'est quand même complètement fou à imaginer, surtout pour notre époque aujourd'hui. C'est que pour lui, si on lui confie Notre-Dame, eh bien, il peut très bien changer Notre-Dame si ça implique en fait de la rétablir dans un état qui peut-être n'a jamais existé, mais qui pour lui est la perfection de l'art gothique. Donc il dit, OK, Notre-Dame, c'est un édifice de l'art gothique, c'est un chef-d'œuvre de l'art gothique, donc on va rétablir tout ce qui appartient, tout ce qui a été changé au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc tout ce qui n'est plus gothique, on va le détruire. On va remettre ce qui était là au XIIe et au XIIIe siècle. Donc on va reconstruire. On va effacer une partie de l'histoire de Notre-Dame, littéralement. Et si les architectes de l'époque ont peut-être oublié des éléments et des détails, c'est pas très grave. On va les rajouter. Comme ça, ce sera un édifice parfaitement gothique et il sera dans un état parfait. Donc ça, c'est son programme pour Notre-Dame et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est pour cette raison qu'il est très controversé dans l'histoire de l'art parce que on ne sait pas à quel point c'est de la restauration justement ou si c'est de la réinvention du monument. On va commencer par l'aspect restauration et puis on ira vers la réinvention. La restauration, c'est justement, il va refaire le toit de la charpente, il va consolider tout ça, il va restaurer les vitraux qui sont dans un très mauvais état, il va s'occuper également de la galerie des rois. Donc, comme elle a disparu, il va réinventer, il va dessiner des sculptures. Mais alors attention, s'il dessine des choses dont il n'a plus de traces, il les dessine en se renseignant très très bien auprès d'autres cathédrales, auprès d'autres sculptures gothiques, et il les fait dans un style qui est exactement le style du XIIIe siècle. Donc en fait, si vous ne savez pas que ça date du XIXe siècle, et que vous regardez ça et que vous comparez la statue avec une statue du XIIIe siècle, c'est vraiment difficile de faire la différence. Et c'est là où il est très très bon. C'est que d'un point de vue technique, il est hyper cultivé, il a voyagé un peu partout, il connaît l'art gothique sur le bout des doigts, il adore l'art gothique, pour lui c'est le sommet de l'art et c'est ce qui est le plus beau qui ait jamais été fait. Donc il a un amour profond pour ça. Et cet amour-là, il le traduit justement par des dessins qui sont extrêmement fidèles à ce qu'était l'art au XIIIe siècle. Et donc il replace toutes ces sculptures et en fait il redonne à Notre-Dame le visage qu'elle avait au XIIIe siècle et la splendeur qu'elle avait aussi à cette époque-là. Donc il permet vraiment de rétablir le monument dans toute sa splendeur. On arrive à la partie invention, en revanche, parce qu'il ne s'est pas contenté de restaurer et de rétablir la cathédrale dans toute sa splendeur. Il a aussi rajouté des éléments. Il a rajouté notamment la grande flèche de Notre-Dame. Donc, vous la voyez ici. En fait, cette flèche, elle était déjà là au XIIIe siècle. Il y avait déjà une flèche en bois. Elle était juste beaucoup plus petite. Elle culminait à peu près à 70 mètres. Celle-là, elle était à 96 mètres.
Et elle était également en bois, et était donc, mais c'était une petite flèche, et elle a été démontée vers le XVIIIe siècle parce qu'elle était en train de s'effondrer, donc ça devenait très dangereux pour la cathédrale. Et donc, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il faut imaginer Notre-Dame de Paris, bah, plate ici, il n'y avait pas de flèche. Et donc, Viollet-le-Duc fait ses études, se rend compte qu'il y avait une flèche, et décide donc d'en reconstruire une. Mais bon, tant qu'à faire, il l'a fait 2 fois plus grande. Mais par contre, il respecte toujours les techniques, il refait ça dans les techniques, mais c'est lui qui fait le dessin de la flèche et il part complètement, il s'amuse en fait, vraiment. Il va aussi rajouter des choses qui n'ont jamais été là. Par contre, ça, c'est vraiment lui qui fait un délire d'architecte. Et il va rajouter notamment les statues des 12 apôtres, des 12 disciples et des 4 apôtres, en fait, qui sont là, chacun des apôtres est au bout. Et donc, il y a les 12 disciples qui entourent cette flèche, qui sont des grandes statues en cuivre. Et parce qu'il y a quand même une certaine vision de lui, il ne manque pas de se représenter en saint Thomas. Donc, il donne ses traits à l'un des disciples. Et c'est le seul disciple qui se tourne vers la flèche. Tous les autres sont tournés vers Paris. Et lui se tourne vers la flèche et salue la flèche avec le signe des compagnons, qui est le signe des les compagnons qui sont les artisans, en fait, voilà, qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame. Saint Thomas étant justement le saint patron des compagnons. Donc, ça a aussi du sens, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Ah oui, dans la peinture de Victor Hugo, il y avait beaucoup de l'eau. C'est chaque fois qu'il pleut que l'eau vient comme ça. Ah, oui, non, c'est vraiment Oui, je vois. Celle-là. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un épisode du livre de Notre-Dame de Paris dans lequel, en fait, la cour des miracles, qui est donc la bande de tous les voleurs, des prostituées, de tout ce qui se fait de pire, entre guillemets, à Paris, décide de monter à l'assaut de Notre-Dame. Et donc, Quasimodo essaye de tenir Notre-Dame, de protéger Esmeralda qui est à l'intérieur. Et donc, il va déverser de l'eau pour essayer d'écarter les assaillants. Et voilà. Donc, c'est vraiment une sorte de cathédrale qui devient une forteresse, ce qui est très impressionnant à voir, oui. Ah oui, ok, Mais c'est Quasimodo. Mais quand oui, il pleut, c'est pas la pluie, c'est pas la pluie. La Ah, pluie, ok. c'est pas ça. Non, non, non. La pluie, c'est pas aussi impressionnant, hein, ça, je vous rassure. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça irait pas du tout. S'il y a des touristes ici, ce serait la catastrophe dès qu'il pleut, donc heureusement. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors, la question, est-ce que c'est vrai que Notre-Dame reste sur un lac sous terre? Je suppose que c'est la question de sur quoi repose Notre-Dame, parce qu'en fait, Notre-Dame, elle est sur l'île de la Cité à Paris, donc en plein cœur d'une petite île au milieu de la Seine, et elle est entourée par la Seine qui coule tout autour de Notre-Dame. Et c'est vrai que ça a été un gros problème parce que du coup, pour construire les fondations de Notre-Dame, bah, il y avait énormément d'eau et c'était très instable. Donc, c'est pas un lac vraiment, mais c'est vrai que c'est une terre qui a beaucoup d'eau dedans, avec des fondations qui ont été très, très difficiles à faire et à creuser pour, à l'époque médiévale et lors du chantier de restauration pour Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Il a fallu creuser jusqu'à 9 mètres de profondeur pour vraiment avoir une structure qui serait solide et qui tiendrait le choc face à l'eau, justement, l'eau de la Seine, avec un autre problème en plus, c'est que la Seine, elle déborde assez régulièrement. Et donc, pendant le chantier du Moyen-Âge, il y a eu plusieurs moments où le chantier était complètement stoppé parce que la cathédrale était inondée, tout simplement. Donc, il a fallu attendre que l'eau redescende et puis on pouvait reprendre le chantier, etc. Alors, ce n'est pas forcément un lac souterrain, mais effectivement, il y a énormément d'eau et c'est un problème. Ça a été un problème pour les fondations de Notre-Dame. Après, la structure en elle-même, elle est très bien pensée et ça n'a pas bougé dans le temps. Donc, c'est solidement ancré dans la terre et ça ne va pas s'effondrer à cause de l'eau. L'autre élément dont je voulais vous parler à propos de Viollet-le-Duc et des réinventions de Viollet-le-Duc sur Notre-Dame, c'est un élément vraiment important parce que c'est devenu un symbole de Notre-Dame. Et c'est assez ironique parce qu'en fait, ce n'était pas du tout prévu dans les plans de la cathédrale à l'origine. Et c'est une complète invention de Viollet-le-Duc. Et cette invention, c'est chimère, c'est-à-dire ces sortes
de monstres, semi-démons, animaux, humains, ça dépend des sculptures. Et notamment celle-là, qui est la plus connue, qui est la Strige, donc qui a été réalisée vers 1844 et qui en fait a été rajoutée par Viollet-le-Duc parce qu'il pensait que c'était quelque chose. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre manière de dire. C'était cool, en fait. C'était quelque chose qui tenait la route par rapport à l'art gothique, qui reprenait les codes iconographiques de l'art gothique, mais qui n'a jamais été fait pendant l'art gothique et au XIIIe siècle. Ça a été complètement réimaginé par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Et donc, quand vous voyez cette image-là de Disney qui réalise le bossu de Notre-Dame avec les chimères qui sont intégrées dedans, c'est faux, c'est impossible qu'elles soient là, puisqu'elles viennent du XIXe siècle et que l'histoire du bossu de Notre-Dame se déroule au Moyen-Âge. Donc, ceci n'est pas vrai. Attention à Disney, on ne nous dit pas tout. Voilà. Pas de questions par rapport à ça, parce qu'après, je vais passer sur des choses plus tristes, malheureusement, à savoir l'incendie de Notre-Dame et un peu faire l'ouverture justement sur ça et sur tout ce qui se passe. Puisqu'en fait, entre le 19e siècle, la restauration de Notre-Dame, qui va faire que vraiment les gens ont un regard complètement différent sur Notre-Dame, et d'ailleurs, ça va se voir même dans le plan urbanistique autour de Notre-Dame, puisque lorsque le baron Haussmann va faire ses grands travaux de restauration de Paris et qui va détruire, grosso modo, le cœur de Paris pour le reconstruire de manière plus rationnelle, plus structurée et plus belle, un plus beau Paris, selon ses critères en tout cas, il va dégager un immense parvis devant la cathédrale pour justement la mettre en valeur, pour la rendre encore plus grandiose et pour éviter qu'elle soit oppressée, compressée au milieu des monuments et des autres bâtiments tout autour de la cathédrale. Et c'est depuis le XIXe siècle qu'on a justement ce parvis, cette esplanade devant Notre-Dame qui permet vraiment de la découvrir de loin magnifique et puis de se rapprocher vers les portails et vers l'intérieur de Notre-Dame. Donc on voit vraiment qu'il y a un regard qui change complètement sur la cathédrale et sur sa place dans le cœur des personnes. Ça va être le cas donc au cours du XXe siècle où de plus en plus ça va devenir être un monument à visiter et à découvrir pour tout le monde, jusqu'à ce que, en avril, le 15 avril 2019, la cathédrale s'enflamme. Ce qui est particulièrement triste, c'est qu'en fait, le cadre de l'incendie, en fait, on ne sait pas exactement à quoi il est dû au niveau de la cause précise. Peut-être un mégot de cigarette qui a tout enflammé au niveau de la charpente, on ne sait pas trop. Mais en fait, c'était dans le cadre d'un immense projet de restauration de la cathédrale pour lesquels il y avait 60 millions d'euros qui avaient été débloqués. C'était un chantier qui devait durer 10 ans. Et en fait, c'est pour ça qu'ils avaient fait tout un échafaudage énorme autour de la flèche, puisque c'était le début du chantier de restauration commencé par la flèche. Et c'est probablement dans le cadre de ces travaux-là qu'il y a eu un accident, vraiment, peut-être un ouvrier qui a oublié une cigarette, peut-être autre chose, qui a mis le feu à la charpente, à la forêt de Notre-Dame, comme on l'appelait, et qui a enflammé ensuite la flèche de Viollet-le-Duc, qui en s'effondrant, s'est effondrée sur la nef et a percé la nef et a généré les dégâts qu'on connaît. Après, dans notre malheur, on peut quand même souligner qu'on a eu beaucoup de chance en fait avec Notre-Dame parce que les pompiers ont fait un super travail et ont réussi à limiter le feu. Et à part la charpente et la flèche, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça en fait dans l'intérieur. Il y a tous les tableaux qui étaient à l'intérieur qui ont été sauvés, les trésors de Notre-Dame, à savoir la Sainte Couronne et la tunique de Saint-Louis, etc., ont été également sauvés. Les cloches de Notre-Dame n'ont pas fondu, ne se sont pas effondrées. Donc ça a été sauvé également. Et même quand on est rentré dans Notre-Dame, beaucoup ont dit que c'était un miracle parce qu'en fait, on voyait le cœur qui était intact et cette grande croix en or qui brillait au milieu des décombres comme une lueur d'espoir pour la suite de Notre-Dame. Et justement, de l'espoir, il y en a, mais parce qu'on va la reconstruire, notre cathédrale. Et la grande question, c'est toujours, quand on a un projet pareil, c'est de dire, OK, la cathédrale, maintenant, la charpente a été complètement détruite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit à l'identique? Mais du coup, est-ce qu'on reconstruit à l'identique selon Viollet-le-Duc, ou selon le XIIIe siècle, déjà? Parce qu'on prend quel repère dans l'histoire?
Et puis, si on décide de ne pas reconstruire l'identique, on pourrait faire un grand projet d'art contemporain, on pourrait justement rappeler qu'il y a eu un incendie et que l'histoire de Notre-Dame, elle s'inscrit dans différentes temporalités et marquer ça avec une œuvre d'art contemporain. Et donc, il y a eu plein de projets fous qui ont été proposés par des architectes très rapidement après l'incendie pour justement proposer des manières de repenser la charpente et le toit de Notre-Dame. L'un des projets un peu absurdes, c'était de faire une piscine publique sur les toits de Notre-Dame. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais il y avait des projets aussi plus symboliques, comme par exemple ici, faire une sorte de grande verrière avec de l'art gothique qui permettait d'avoir un bain de lumière colorée dans l'intérieur de Notre-Dame. Imaginez marcher directement sous une lumière filtrée par les vitraux. Ça pourrait être magnifique. Il y avait aussi l'idée de reprendre l'idée de la flèche, mais avec un grand faisceau de lumière qui s'élèverait jusque dans le ciel et qui serait une sorte de phare pour tout Paris et qui illuminerait ça comme la Tour Eiffel illumine Paris. Il y avait aussi des idées de joindre justement les questions écologiques et de l'environnement en mettant des arbres et des forêts dans Notre-Dame et des verrières toujours, et de reconstruire la flèche. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et le choix qui a été fait en fait par le président Macron et par les monuments historiques, c'est un choix assez conservateur, aussi assez prudent, qui est de dire pas de gestes contemporains, on va garder Notre-Dame telle qu'on la connaissait, telle qu'on l'aimait, et on va la reconstruire à l'identique, selon des techniques respectueuses des techniques de l'époque, avec juste quelques innovations qui permettent de rendre la structure plus solide, plus sécurisée. Et donc, le projet aujourd'hui en cours, c'est la restauration de Notre-Dame telle qu'elle était au XIXe siècle, avec les changements que Viollet-le-Duc avait amenés dans la cathédrale. Donc là, pour l'instant, pendant très longtemps, en fait, et jusqu'à maintenant, le chantier, c'était surtout sécuriser Notre-Dame, éviter qu'elle s'effondre, éviter qu'il y ait plus de dégâts, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout quelque chose dont on était à l'abri. Et maintenant, ça s'est à peu près sécurisé. Et donc, l'idée, ça va être maintenant de commencer la reconstruction vraiment de Notre-Dame, avec pour projet, annoncé par le président Macron, de pouvoir célébrer des messes à l'intérieur de Notre-Dame en 2024, lorsque Paris va accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Projet qui va être, on ne sait pas trop si ça va pouvoir être tenu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées entre-temps, à savoir, accessoirement, la Covid-19, que tout le monde connaît, et qui a pas mal ralenti le chantier. Aussi, un problème, en fait, qui est apparu un peu plus tard, c'est que ici, en fait, en s'effondrant, la charpente et le toit, en fait, était en plomb. Et donc, comme ça a fondu, ça a fait qu'il y a de l'empoisonnement au plomb pour les ouvriers. Donc, ils sont obligés de porter des tenues spéciales, de faire des douches après le chantier, etc. Donc, ça, c'est des précautions supplémentaires, des dangers supplémentaires également pour les ouvriers qui ralentissent aussi les travaux. Mais a priori, d'après les dernières annonces, la date de 2024 est maintenue et ça devrait se faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, je vois des questions de Freddy, à nouveau. Même la voûte va être reconstruite à l'identique. Il n'y aura donc pas plus de lumière dans la cathédrale? Eh bien oui, a priori. La voûte va être reconstruite telle qu'elle était à l'époque, donc avec une cathédrale qui effectivement reste assez sombre, malgré l'éclairage électrique. Si vous comparez par exemple avec la Sainte-Chapelle qui est juste à côté et que je vous conseille d'aller voir quand on pourra revoir évidemment, on pourra revisiter les monuments si vous venez en France, je vous invite vraiment à aller voir la Sainte-Chapelle qui est vraiment une merveille de l'art gothique et pour le coup qui est constituée presque intégralement de grands vitraux qui laissent passer la lumière. Notre-Dame, on voit que c'est du gothique, vraiment le début de l'art gothique avec des murs qui sont encore qui sont pas complètement percés de vitraux. Et donc, effectivement, ça reste un peu plus sombre que d'autres monuments, mais ça reste aussi magnifique. Donc, effectivement, on va garder cette splendeur, on va pas l'améliorer. Et qui sommes-nous pour améliorer de toute façon Notre-Dame? C'est toujours des questions très compliquées. Mais oui, a priori, c'est à l'identique. Après, peut-être que, moi, je me demande, je suppose que ils vont sûrement faire quelque chose pour qu'on garde le souvenir de l'incendie. Donc, peut-être qu'ils vont construire un espace spécial, soit dans la crypte de Notre-Dame, soit ailleurs, soit à l'intérieur de Notre-Dame. Je ne sais pas du tout et il n'y a pas de communication par rapport à ça pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah, les caractéristiques de l'art gothique. Alors, donc on me demande, me demande un peu plus les caractéristiques de l'art gothique. Je vais revenir un petit peu plus avant ici, notamment sur cette slide-là. En fait, même sur la maquette. En fait, derrière Freddy. En fait, je vois vraiment, en fait, ce qu'on voit vraiment avec la différence entre l'art gothique et l'art roman, c'est vraiment un changement révolutionnaire dans l'architecture et qui va complètement changer le visage des monuments. Il faut vraiment vous imaginer qu'avec l'art roman, donc ce qu'on connaissait avant, c'était des monuments où on essayait de les rendre très solides. Donc, on construisait des murs assez épais, des monuments qui étaient plus petits. Il n'y avait pas forcément beaucoup de décoration. Il y avait beaucoup de décoration à l'intérieur, mais pas forcément beaucoup en extérieur. Et puis, il n'y avait pas du tout l'art du vitrail qui était développé à ce moment-là. Et en fait, quand on a découvert notamment les voûtes à croisée d'ogives qui permettent de mieux répartir le poids, donc en fait, il faut vous imaginer que là, ce point central ici concentre le poids, mais avec ces éléments-là, en fait, ça permet de renvoyer le poids vers l'extérieur et vers les murs. Et derrière, il y a les colonnes ici qui sont en charge de récupérer ce poids et de le transférer comme ça, de supporter du coup toute la structure de manière très régulière et très bien pensée. Et comme on arrive à mieux répartir ce poids, bah, ils arrivent justement à élever les monuments. Et donc, ça fait des monuments plus élevés. Il y a également de plus en plus de décorations qui apparaissent. Le travail de la pierre est beaucoup plus fin, beaucoup plus étudié, il y a plus de détails. Et comme bah, on a moins besoin d'avoir des murs pleins, on les perce complètement avec des grandes fenêtres ici qui n'ont plus du tout une fonction de structure porteuse pour le monument, mais au contraire, simplement, c'est de la décoration. Et donc, comme c'est de la décoration, on va aussi voir l'évolution de la technique de la peinture sur vitrail, de la technique de coloration du verre pour avoir des verres de plus en plus fins, de plus en plus travaillés, et qui vont faire que c'est de plus en plus ouvert. Après, avec cette photo, vous voyez encore beaucoup de murs pleins, donc ce n'est pas forcément la meilleure photo. Mais là, vous voyez vraiment que cette grande, grande rose ici, que c'est quelque chose d'assez énorme qui prend énormément de place et qui implique qu'on ait une grande confiance dans les murs. Un autre élément aussi de l'art gothique, c'est ces arcs-boutants ici, qui font qu'on se rend compte que les murs ne sont pas obligés de tout porter au niveau du poids. Et on peut répartir ce poids-là en construisant des arcs-boutants qui vont renvoyer, comme pour ce qu'on a vu sur les voûtes, ils vont renvoyer le poids vers l'extérieur et donc mieux répartir cette charge-là pour les murs. Et Notre-Dame de Paris en particulier est absolument incroyable au niveau de ces arcs-boutants parce qu'ils sont très très fins, ils sont très très grands, très longs, et comparé à d'autres cathédrales, on se rend compte que c'est vraiment des architectes de premier ordre qui ont exécuté ça parce que c'est un travail très très délicat. Il suffit que les arcs-boutants ne tiennent pas très bien la route, la voûte ne soit pas très bien pensée, qu'il y ait un défaut dans la structure des murs et tout s'effondre. Donc, c'est vraiment très impressionnant de voir ça. C'est une merveille, c'est une prouesse technique. Je vois aussi d'autres questions, donc je vais remonter un petit peu. J'espère avoir répondu à celle-ci. Au niveau de la question sur la charpente de Gérard Dillon, qui demande donc comment la charpente et la forêt, donc on appelle la forêt parce qu'en fait ça a impliqué des milliers et des milliers de poutres pour construire la charpente de Notre-Dame. On dit à peu près 21 hectares de forêt qui ont été coupés pour construire la charpente de Notre-Dame. La charpente va être construite à l'identique. En fait, on est en train de repérer des arbres qui soient suffisamment gros, suffisamment grands pour pouvoir être coupés et réutilisés pour reconstruire la charpente selon les techniques de l'époque, avec, j'espère, l'intégration d'un dispositif anti-incendie cette fois-ci dans la charpente, parce que le dispositif anti-incendie était très, très, très limite, et c'est probablement pour ça aussi qu'on n'a pas détecté l'incendie suffisamment tôt. J'ai aussi la question concernant notamment aussi justement par rapport à toutes ces charpentes et tous ces travaux, etc. C'est un chantier qui va du coup coûter extrêmement cher, hein, évidemment. Et le gouvernement ne prend pas en charge tout. En fait, suite à l'incendie, il y a vraiment eu une vague de soutien mondial, international, absolument incroyable, qui a aussi montré que Notre-Dame était importante dans le cœur de tout le monde, dans le monde entier.
Et on a levé à peu près 833 millions d'euros pour le chantier de reconstruction de Notre-Dame, sachant que sur ces 833 millions d'euros, il y a, en fait, c'est des promesses de dons, mais il n'y a que 160 millions d'euros qui sont garantis, assurés. Le reste, c'est des promesses de dons qui ont été faites en 2019, pour la plupart, ce qui peut être clairement remis en question avec la crise de la Covid, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises ou de particuliers qui n'ont plus forcément les mêmes moyens. Donc, c'est des choses sur lesquelles on compte, mais c'est à prendre avec des pincettes au niveau des chiffres. Et évidemment, par rapport à ce budget-là, il y a aussi des grosses questions parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que le chantier de reconstruction de Notre-Dame pourrait coûter beaucoup moins cher que 833 millions. Et donc, il y aurait de l'argent qui pourrait être réinvesti ailleurs pour d'autres cathédrales, pour améliorer la sécurité d'autres cathédrales de France ou d'ailleurs. Donc, on ne sait pas trop, mais a priori, d'après les responsables des monuments historiques qui sont en charge du chantier, on aura besoin des 833 millions. Donc, ils seront bien utilisés pour le chantier et pour la reconstruction parce qu'il y a un gros, gros travail de restauration à faire. Julie, c'est Joseph. Vous m'entendez? Oui. On vous entend, oui, tout à fait. Très bien. Voilà, j'essaie d'écrire, bon, j'ai fait des gaffes. Quel est le rationnel finalement de reconstruire la charpente en bois, sachant que le bois lui-même a besoin d'une centaine d'années pour avoir la grosseur qu'ils ont besoin? Et je crois, je l'ai entendu, qu'il fallait avoir à peu près 1000 poutres pour faire ce chantier, alors que tout en sachant bien qu'il y aura un système de gicleurs, des choses pareilles, qui sera installé, mais franchement, on aurait pu très bien le faire avec d'autres matériels. Enfin, ça, c'est mes idées. Tout à fait. Non, mais ça, c'est vraiment des débats qui sont où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur la question de comment on reconstruit. Est-ce qu'on reconstruit avec des matériaux modernes qui coûtent moins cher, qui sont plus rapides à construire? Ou est-ce qu'on on essaie de garder l'authenticité du monument en utilisant du bois, ce qui est un peu le parti pris ici, avec toujours la question de qu'est-ce qui est authentique, hein, quand ça, voilà, c'est si on ajoute et on change dans l'histoire, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est vrai. Le bois, a priori, c'est pas un problème en fait. On pourrait penser que c'est un problème. Il y en a beaucoup on a eu peur que ce soit un problème. Mais les charpentiers, en fait, et dans les forêts de France, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver le matériel pour retrouver les poutres, des poutres qui soient suffisamment grandes, suffisamment vieilles aussi, effectivement, parce qu'il faut qu'elles soient centenaires et même plus pour pouvoir faire le travail. Le plus gros problème, en fait, c'est même plutôt la pierre, parce que la pierre de Notre-Dame, il faut retrouver des pierres qui soient compatibles entre elles, qui se ressemblent avec les pierres qui ont été utilisées pour la construction de Notre-Dame. Et donc, ça veut dire fouiller dans les mines, faire des études, parce qu'en plus, c'est pas simplement trouver une pierre qui est adaptée. Parce qu'en fait, les pierres ont différentes propriétés en fonction de quel endroit elles sont trouvées dans les mines. Donc, il y en a qui vont être plus légères, plus fines, plus lourdes, etc. Donc, c'est plutôt ça qui va poser problème. Mais pareil, c'est pas un souci majeur en fait pour le moment. C'est pas ça les problèmes. Le chantier a l'air de se dérouler plutôt bien en fait, d'après ce que j'ai pu entendre et lire. Je vois beaucoup de remerciements et je vous en remercie. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vois tous vos mots très gentils. Je vais les lire doucement et je laisse la parole à Laetitia dans ce cas. Bien oui, merci à tous. Merci beaucoup Ophélie pour cette très belle conférence et nous avoir un peu raconté l'histoire de Notre-Dame de Paris. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui disaient que maintenant on avait envie de retourner à Paris et de voyager, mais restons patients et ça arrivera bien un jour, on espère en tout cas. Donc, j'ai plus qu'à te remercier Ophélie pour cette conférence, cette série de conférences. C'était vraiment un plaisir de te retrouver. Comme vous savez, Ophélie qui a travaillé aussi à l'Alliance française de Toronto. Et donc, on peut même annoncer sans trop en dire qu'on aura certainement à nouveau Ophélie l'année prochaine. Donc, restez connectés et on vous tiendra au courant très prochainement. Donc, je te laisse le mot de la fin, en effet, Ophélie. Le mot de la fin, c'est merci à l'AF, à l'Alliance française, d'avoir organisé tout ça et ce cycle de conférences parce que c'était super. Je serais ravie effectivement de revenir bientôt. Et un grand merci à vous tous pour vos remarques, pour vos questions et pour vos sourires parce que j'ai pu voir
vos têtes de temps en temps, et ça, c'est toujours très agréable. Et d'avoir été là, d'avoir suivi les conférences et cette conférence aussi. Voilà, un grand merci. Merci à tous et très très bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous.